28. S'il y a quelque chose qui peut être enseigné. 253. Par exemple, ce qui est enseigné est soit vrai, soit faux. Mais si c'est faux, il ne sera pas enseigné, car ils disent que le faux n'existe pas, et il ne saurait y avoir enseignement de choses inexistantes. Mais il ne le sera pas non plus si on dit qu'il est vrai. En effet, que le vrai n'existe pas, nous l'avons suggéré dans notre étude sur le critère. Si donc ni le faux ni le vrai ne sont enseignés, et si rien ne peut être enseigné outre cela, car s'ils ne sont pas susceptibles d'être enseignés, nul ne dira qu'il enseigne seulement les apories, rien n'est enseigné. 254. Et la chose enseignée est soit apparente, soit obscure. Mais si elle est apparente, elle n'aura pas besoin d'enseignement, car les choses apparentes apparaissent de la même manière à tout le monde. Mais si elle est obscure, puisque les choses obscures sont insaisissables du fait du désaccord indécidable qui existe à leur propos, comme nous l'avons souvent suggéré, elle ne sera pas enseignable. En effet, ce que l'on ne saisit pas, comment pourrait-on l'enseigner ou l'apprendre? Mais si ni ce qui est apparent, ni ce qui est obscur ne s'enseigne, rien ne s'enseigne. 255. De plus, ce qui est enseigné est soit un corps, soit un incorporel. Mais chacun des deux soit est apparent, soit a été caché. Il ne peut donc pas être enseigné en vertu du raisonnement qui a été proposé par nous juste ci-dessus. Donc rien n'est enseigné. 256. En outre, c'est soit l'étant qui est enseigné, soit le non-étant. Mais le non-étant n'est pas enseigné, car si le non-étant s'enseignait comme on estime que les enseignements portent sur des choses vraies, le non-étant serait vrai. Mais étant vrai, il existerait aussi, car ils disent qu'est vrai ce qui existe et s'oppose à quelque chose. Mais il est absurde de dire que le non-étant existe, donc le non-étant n'est pas enseigné. 257. Mais l'étant ne l'est pas non plus. En effet, si l'étant est enseigné, il est enseigné soit comme étant, soit du fait de quelque chose d'autre. Mais s'il est enseigné en tant qu'il est étant, aucun des étangs ne sera inenseignable, et de ce fait, rien ne sera enseignable. En effet, il faut que les enseignements aient lieu à partir de certaines choses sur lesquelles on est d'accord et qui ne sont pas enseignées. Donc l'étant ne sera pas enseignable comme étant. 258. Mais il ne l'est pas non plus du fait de quelque chose d'autre. En effet, l'étant n'a pas comme attribut quelque chose de non-étant, de sorte que si l'étant en tant qu'il est étant ne s'enseigne pas, il ne sera pas non plus enseigné du fait de quelque chose d'autre, car quel que soit son attribut, celui-ci sera étant. Par ailleurs, que l'étant dont ils disent qu'il est enseigné soit apparent ou caché, il sera inenseignable en tombant dans les apories susdites. Mais si ni l'étant ni le non-étant ne s'enseignent, rien n'est enseigné. 29. S'il y a des enseignants et des enseignés. 259. Par là même sont renversés l'enseignant et l'enseigné, mais ils n'en ont pas moins des apories qui leur sont propres. En effet, soit l'homme de l'art enseigne à l'homme de l'art, soit le non-expert au non-expert, soit le non-expert à l'homme de l'art, soit l'homme de l'art au non-expert. Or, l'homme de l'art n'enseigne pas à l'homme de l'art. En effet, aucun d'eux, en tant qu'il est homme de l'art, un homme de l'art ne requiert d'apprentissage. Mais le non-expert n'enseigne pas non plus au non-expert, de même que l'aveugle n'est pas capable de conduire l'aveugle. Le non-expert n'enseigne pas à l'homme de l'art, ce serait ridicule. 260. Il reste à dire que l'homme de l'art enseigne au non-expert, mais cela fait partie, mais cela aussi fait partie des choses impossibles. En effet, on dit qu'il est impossible qu'un homme de l'art se mette à exister puisqu'on ne voit personne être un homme de l'art spontanément, c'est-à-dire de naissance, ni de non-expert devenir homme de l'art. En effet, c'est soit un théorème unique, c'est-à-dire une saisie unique, qui fait du non-expert un homme de l'art, soit celui n'a pas lieu du tout, soit cela n'a pas lieu du tout. 261. Mais si une seule saisie rend le non-expert homme de l'art, nous serons en mesure de dire d'abord que l'art n'est pas un système composé de saisies, car celui qui, ne sachant rien du tout, aurait appris un théorème de l'art, serait de ce fait un homme de l'art. Ensuite, si l'on disait de celui qui a acquis certains théorèmes de l'art, mais à qui il en manquerait encore un seul, et qui pour cette raison est non-expert, que s'il acquérait ce théorème-là, il se transformerait de non-expert en homme de l'art, à partir d'une saisie unique. Ce serait dire n'importe quoi. 262. En effet, on ne pourrait pas montrer parmi les cas particuliers quelqu'un qui, encore non-expert, deviendrait un homme de l'art en acquérant un seul théorème, car on ne peut sans doute pas énumérer les théorèmes de chaque art de manière qu'ayant compté les théorèmes connus, on puisse dire combien il en reste pour arriver au nombre complet des théorèmes de l'art. Donc la connaissance d'un seul théorème ne rend pas un non-expert homme de l'art. 263. Mais si cela est vrai, puisque nul n'acquiert tous les théorèmes des arts d'un coup, et que si on en acquiert c'est un par un, si l'on accorde cela par hypothèse, celui qui est dit acquérir un par un chaque théorème d'un art ne deviendrait pas un homme de l'art.
En effet, nous avons suggéré que la connaissance d'un seul théorème ne peut pas faire du non-expert un homme de l'art. Nul non-expert ne devient donc homme de l'art. De sorte que pour ces raisons, il apparaît aussi que l'homme de l'art n'existe pas, et que de ce fait l'enseignant n'existe pas non plus. 264. Mais celui qui est dit apprendre, alors qu'il est non-expert, ne peut pas non plus apprendre et saisir les théorèmes de l'art dans lesquels il est non-expert. En effet, de même que l'aveugle de naissance, aussi longtemps qu'il est aveugle, ne peut saisir les couleurs. Il en est de même par rapport au son pour le sourd de naissance. De même, celui qui est non-expert ne pourrait pas non plus saisir les théorèmes de l'art dans lesquels il est non-expert. Car la même personne serait alors à la fois homme de l'art et non-expert dans les mêmes matières. Non-expert puisque c'est ce qu'il est au départ, homme de l'art puisqu'il possède la saisie des théorèmes de l'art. De sorte que l'homme de l'art n'enseigne pas au non-expert. 265. Mais si l'homme de l'art n'enseigne pas à l'homme de l'art, ni le non-expert au non-expert, ni le non-expert à l'homme de l'art, ni l'homme de l'art au non-expert, comme il n'y a pas d'autre cas à part ceci, il n'y a ni enseignant, ni enseigné. 30. S'il y a une manière d'enseigner. Mais s'il n'y a personne qui apprend, ni personne qui enseigne, la manière d'enseigner est-elle aussi superflue. Et elle aussi superflue. 266. Elle n'en tombe pas moins dans l'aporie, pour les raisons suivantes. En effet, la manière d'enseigner a lieu soit par évidence, soit par raisonnement, mais elle n'a lieu ni par évidence, ni par raisonnement, comme nous l'établirons. Ainsi, la manière d'apprendre n'est-elle pas aisée? L'enseignement ne se fait pas par évidence, puisque l'évidence concerne ce qui est montré. Mais ce qui est montré est apparent pour tout le monde. Or, ce qui est apparent, en tant qu'il est apparent, peut être saisi par tout le monde. Mais ce qui peut être saisi communément par tout le monde ne peut être enseigné, donc rien ne peut être enseigné par l'évidence. 267. Mais rien ne s'enseigne non plus par raisonnement. En effet, celui-ci signifie quelque chose ou bien ne signifie rien. Mais s'il ne signifie rien, il ne sera pas capable d'enseigner quelque chose. S'il signifie quelque chose, il le signifie soit par nature, soit par convention. Or, il ne le signifie pas par nature, du fait que tous ne comprennent pas tout ce qu'ils entendent, par exemple les Grecs pour les barbares et les barbares pour les Grecs. 268. Mais s'il signifie par convention, il est clair que ceux qui ont déjà saisi ce à quoi les expressions correspondent saisiront ces choses non pas en apprenant ce qu'ils ignoraient, mais en se rappelant et en reconnaissant ce qu'ils connaissaient déjà. Quant à ceux qui ont besoin d'apprendre les choses qu'ils ignorent et qui ne savent pas à quoi correspondent les expressions, ils ne saisiront rien. 269. C'est pourquoi la manière d'apprendre ne pourra pas non plus exister. En effet, l'enseignement doit introduire dans l'enseigné une saisie des théorèmes de l'art qu'il enseigne, afin qu'en saisissant ainsi leur système, il devienne un homme de l'art. Quant à la saisie, rien de tel n'existe, comme nous l'avons suggéré plus haut. Donc la manière d'enseigner ne peut pas exister. Mais s'il n'existe ni matière enseignée que nul n'enseigne, ni apprend, ni manière d'apprendre, il n'y a ni apprentissage, ni enseignement. 270. Tels sont donc les arguments les plus généraux concernant l'apprentissage et l'enseignement. Mais il est possible de mettre aussi en évidence de cette manière les apories concernant ce qu'on appelle l'art de vivre. Ainsi, nous avons montré plus haut que la chose enseignée, à savoir la prudence, est inexistante. Mais l'enseignant et l'enseigné, eux aussi, sont inexistants. En effet, soit le prudent enseigne au prudent l'art de vivre, soit l'insensé à l'insensé, soit l'insensé au prudent, soit le prudent à l'insensé. Mais aucun d'entre eux n'enseigne à aucun. Donc, on n'enseignera pas ce qu'on appelle l'art de vivre. 271. Et il est sans doute superflu de parler aussi des autres cas. Mais si le prudent enseigne la prudence à l'insensé, et que la prudence est la science des biens, des mots et de ce qui n'est ni l'un ni l'autre, l'insensé qui ne possède pas la prudence a l'ignorance des biens, des mots, et de ce qui n'est ni l'un ni l'autre, mais possédant dans tous les cas l'ignorance de cela, quand le prudent lui enseigne les biens, les mots, et ce qui n'est ni l'un ni l'autre, il entendra seulement ce qui est dit, mais ne le comprendra pas. Car s'il est saisissait alors qu'il était installé dans sa folie, la folie pourrait considérer les biens, les mots et ce qui n'est ni l'un ni l'autre. 272. Mais selon eux, la folie ne saurait être en état de considérer de telles choses, puisqu'alors l'insensé serait prudent. Donc l'insensé ne saisit pas ce qui est dit ou fait par le prudent, selon la définition de la prudence. Mais du fait qu'il ne sait pas cela, et il n'en recevra pas d'enseignement de sa part, surtout du fait qu'on ne peut enseigner ni par l'évidence ni par raisonnement. Donc, comme nous l'avons dit plus haut. De plus, si ce qu'on appelle l'art de vivre n'advient à personne ni par apprentissage, ni par enseignement, ni par nature, cet art de vivre dont les philosophes nous rebattent les oreilles est introuvable. 273. Et même si quelqu'un accordait en plus du supplément que l'art de vivre dont il rêve est dévolu à quelqu'un,
il se révélera plutôt dommageable et cause de trouble pour ceux qui le posséderaient que profitable. 31. Si l'art de vivre profite à celui qui le possède. Ainsi, pour donner quelques exemples parmi d'autres, il semblerait que l'art de vivre profite au sage en lui apportant la maîtrise de lui-même dans ses tendances vers le mal et ses mouvements de recul par rapport au bien. 274. Le sage donc, dont on dit qu'il est maître de lui, est dit maître de lui soit dans la mesure où il n'est sujet d'aucune tendance vers le mal, ni d'aucun mouvement de recul par rapport au bien, soit dans la mesure où il a des tendances et des mouvements de recul mauvais, mais les maîtrise par la raison. 275. Cependant, il ne pourrait pas être maître de lui par rapport au fait de tomber dans de mauvais jugements, car il n'aurait pas à dominer ce qu'il n'a pas. Et de même qu'on ne dira pas d'un eunuque qu'il est maître de lui concernant les choses du sexe, ou de quelqu'un qui a l'estomac malade, qu'il est maître de lui par rapport au plaisir de la nourriture, car il n'éprouve absolument aucune attirance pour les choses de ce genre, de sorte qu'ils n'ont pas à se tenir en garde en exerçant leur maîtrise d'eux-mêmes contre cette attirance. De la même manière, il ne faut pas dire que le sage est maître de lui-même du fait que naturellement, il n'y a pas en lui d'affect dont il devra se rendre maître. 276. Mais s'il estime qu'il est maître de lui dans la mesure où existe en lui de mauvais jugements, mais qu'il les domine par la raison, ils accorderont d'abord que la prudence ne lui a été d'aucun profit alors qu'il était au fait de son trouble et qu'il avait besoin d'aide. Ensuite, il se trouvera encore plus malheureux que ceux qu'on dit mauvais, car en tant qu'il a une tendance vers quelque chose, il est dans tous les cas troublé. Mais en tant qu'il domine cela par la raison, le mal se trouve en lui. Et pour cette raison, il est plus troublé que le méchant qui n'en est plus affecté. 277. En effet, celui-ci est troublé en tant qu'il a une tendance, mais quand il satisfait ses désirs, le trouble cesse. Le sage n'est donc pas maître de lui pour autant qu'il possède la prudence, ou s'il l'est, il demeure le plus malheureux des humains. C'est pourquoi l'art de vivre ne lui a apporté aucun bénéfice, mais le plus grand trouble. Que celui qui estime posséder l'art de vivre et à travers lui reconnaître quelque chose, quelles choses sont bonnes par nature et quelles choses sont mauvaises, soit fortement troublé par la présence des choses bonnes et mauvaises, nous l'avons suggéré plus haut. 278. Il faut donc dire que si on n'est pas d'accord sur l'existence des choses bonnes, des mauvaises et de celles qui ne sont ni l'un ni l'autre, et que l'art de vivre n'existe sans doute pas, et que si nous posons son existence comme hypothèse, il n'est d'aucun profit à ceux qui le possèdent, mais au contraire, leur cause et les plus grands troubles, c'est en vain que les dogmatiques semblent tirer vanité de ce qu'on nomme la partie éthique de ce qu'on appelle la philosophie. 279. Ayant exposé tout ceci sur l'éthique, et de manière suffisante pour une esquisse, nous arrivons à la conclusion du troisième livre et de l'ensemble des esquisses pyrrhoniennes en ajoutant ceci. 32. Pourquoi le sceptique propose parfois à dessein des arguments qui sont de faible pouvoir persuasif. 280. Le sceptique, du fait qu'il aime l'humanité, veut guérir par la puissance de l'argumentation la présomption et la précipitation des dogmatiques. De même que les médecins ont pour les affections corporelles des remèdes différents en importance et prescrivent ces remèdes sévères à l'égard de ceux qui sont sévèrement atteints et des remèdes légers à l'égard de ceux qui sont légèrement atteints, de même le sceptique adresse lui aussi des arguments qui diffèrent en force, 280. Il a recours à des arguments de poids et capable de détruire vigoureusement cette affection des dogmatiques qu'est la présomption à l'égard de ceux qui sont atteints d'un sévère mal de précipitation, mais il emploie des arguments plus légers à l'égard de ceux qui sont affectés d'une présomption superficielle et facile à guérir et qui peut être détruite par des persuasions plus légères. C'est pour ça celui qui est porté au scepticisme n'hésite pas à proposer des arguments qui parfois sont de poids quant à leur persuasion et parfois semblent plus faibles. Il le fait à dessein parce que souvent ceux-ci lui suffisent pour arriver à son but. Ô Pyrrhon, prodige si grand que nul nôtre ne le dépasse, objet d'étonnement à nul autre pareil, si tu es allé avec témérité à l'encontre de tous les sages, hélas, quel malheur fut le tien. Mais si tu as méprisé l'humaine connaissance, alors tu remportes le prix sur ceux dont tu as méprisé la sagesse. Épigramme d'origine inconnue. Glossaire. Affect. Pathos. Le terme fort courant en grec de pathos qui indique ce qui affecte quelque chose a développé une signification dans trois directions principales. Il désigne d'abord ce qui affecte le sujet, notamment l'être humain, que ce soit ses perceptions ou ses sentiments. Dans une version négative de ce premier sens, le pathos est ce que les philosophes et les psychologues appelleront pour les condamnés les passions, affections excessives et aliénantes de l'âme humaine.
Ontologiquement, enfin, les pathés sont les propriétés qui affectent les objets. C'est surtout la tradition aristotélicienne qui a recours à ce dernier sens, et chez Aristote, pathé, ou le terme dérivé pathémata, en vient à être quasiment synonyme d'attribut, de propriété ou d'accident. Les sceptiques n'ont guère retenu le dernier sens. Depuis Pyrrhon, ils ajoutent leur voix à la critique des agitations et des troubles de l'âme, en condamnant les vaines terreurs et les folles espérances des hommes. Ainsi Pyrrhon disait-il que l'absence d'affect, apatheia, était sinon le bonheur, du moins l'un des plus sûrs moyens d'y parvenir. Mais très tôt les sceptiques ont préféré composer avec leur pathé plutôt que de s'acharner à les supprimer, comme ont essayé de le faire les stoïciens en forgeant l'image d'un sage insensible. Les pathés, au premier sens, en effet, sont à peu près la seule réalité à laquelle on puisse faire crédit sans tomber dans le dogmatisme. S'il est dogmatique de dire que le miel est doux, il est sceptiquement acceptable de dire que ce miel m'affecte maintenant comme quelque chose de doux. De cela nous sommes d'accord, car nous subissons cette action adoucissante par nos sens. Le sceptique néo-pyrrhonien devra donc reconnaître ses affects, les suivre dans la mesure où ils s'imposent à lui. Car le sceptique donne son assentiment aux affects qui s'imposent à lui à travers une impression. Par exemple, il ne dira pas alors qu'il a chaud ou qu'il a froid, il me semble que je n'ai pas chaud ou que je n'ai pas froid, mais tenter de les contrôler en les modérant de peur qu'ils ne l'entraînent à porter des jugements sur des objets extérieurs auxquels il serait censé correspondre. La reconnaissance des affects est donc l'un des fondements du mode de vie sceptique. À côté de la nature qu'il faut suivre, des coutumes et des lois qu'il faut respecter, des arts qu'on peut apprendre. Brunswick a montré que du point de vue de la prise en compte des affects, les cyrénaïques avaient une position finalement plus extrémiste, mais aussi plus cohérente et, s'il est possible, moins dogmatique que les sceptiques. Certes, les cyrénaïques, du moins d'après Sextus, en prétendant que les objets extérieurs qui correspondraient à mes affects sont insaisissables, tombent dans le même dogmatisme négatif que les néo-académiciens. Mais au moins bornent-ils leur horizon aux seules modifications du sujet, c'est-à-dire au pur pathé, en prétendant ne pas trancher et continuer à chercher si les choses sont ou non telles qu'elles apparaissent. Le sceptique est amené à reconnaître à l'apparent, phénoménon, un statut de quasi-objet. Éloquent est le contraste entre les énoncés typiquement sérénaïques, comme je suis affecté blanchement, et les énoncés typiquement sceptiques, comme telle chose m'apparaît blanche. Le sceptique reconnaît d'ailleurs qu'il peut et doit donner une forme d'assentiment au phénoménon. Aporie, aporia, aporétique. Le verbe grec aporein décrit la situation de celui qui, se trouvant devant un obstacle, ne trouve pas de passage. Chez les philosophes, une aporie est donc une question non résolue qui encombre le passage et empêche la progression de la recherche. Être dans une aporie, c'est être dans l'embarras. En un sens donc, la philosophie est apparue comme une trouveuse de passage, tout en intégrant l'aporie comme premier moment de sa recherche. Les premiers dialogues de Platon sont diaporétiques et sont censés refléter la manière dont Socrate plongeait ses interlocuteurs dans l'aporie. Cela vaudra à Platon une sorte d'odeur de scepticisme qui permettra à la nouvelle académie de se prétendre héritière de Platon. Aristote faisait, avant de traiter une question, la liste des apories s'y rapportant en même temps que celle des opinions de ses devanciers. Pour les sceptiques, l'état d'aporie, loin de révéler un manque, est l'état normal du philosophe, qui ne peut choisir entre les thèses opposées qui lui sont proposées. L'aporie n'est pas non plus à l'orée du travail philosophique, mais sa reconnaissance apparaît au terme de ce travail. L'aporie est donc condition de la tranquillité d'esprit. De ce fait, aporétique est l'une des appellations de la philosophie sceptique. L'un des infléchissements sémantiques principaux qui ont permis le passage du scepticisme ancien au scepticisme moderne vient de ce que Henri Estienne a traduit aporein par dobitare, alors que l'idée de ne plus pouvoir trouver de passage pour avancer est assez différente de l'idée de doute caractéristique du scepticisme moderne.